Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo sur le cours de l'architecture des ordinateurs et nous allons aujourd'hui voir les mémoires. Dans ce chapitre, nous allons essayer de comprendre le fonctionnement global de la mémoire dans les ordinateurs. La première partie se concentrera plus sur le fonctionnement général de cette mémoire, puis en deuxième partie, nous verrons l'ordonnancement de la mémoire lorsque nous lançons des programmes dans notre ordinateur. Ici, vous pouvez voir le cheminement de la donnée entre la RAM et le processeur. Nous commencerons donc par la mémoire RAM, puis ensuite nous verrons les caches et enfin le processeur. Toute mémoire a une fonction très simple. On lui donne une adresse, c'est-à-dire où dans la mémoire je veux récupérer l'information, et elle nous donne la donnée associée à cette adresse. On a donc pour une adresse, une donnée. Les mémoires permettant l'écriture de la donnée ont juste une fonction supplémentaire. On leur donne une adresse et une donnée, et la mémoire écrit cette donnée à cette adresse. Nous allons maintenant voir qu'il existe différents types de mémoire, puisque les mémoires n'ayant pas le même usage, leur technologie n'est pas la même. Il y a en premier les mémoires non volatiles. C'est la mémoire dont les données qu'elle contient sont conservées après coupure de son alimentation. Les mémoires RAM les plus connues sont les SSD, cartes SD, disques durs, clés USB flash. Elles contiennent les données de l'utilisateur allant de ces documents à tout le système d'exploitation. On appelle à tort ROM, Read Only Memory, ce type de mémoire, mais la ROM fait uniquement référence aux anciens disques durs dont les données ne pouvaient être que lues. C'est pour ça qu'on dit que les SSD sont des ROM et même nos disques durs actuels sont des ROM, sauf que ceux-ci peuvent être réécrits. Donc Read Only Memory n'est pas vraiment le cas. Les SSD sont quant à eux un type d'EEPROM, c'est-à-dire Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, qui contrairement à son nom peut procéder à l'écriture de la donnée. Passons maintenant à la mémoire volatile qui est elle un peu plus mystérieuse. C'est une mémoire dont les données qu'elle contient sont perdues après coupure de son alimentation. La mémoire volatile dans les ordinateurs est par exemple la RAM, Random Access Memory, qui est elle bien plus rapide que les mémoires non volatiles du fait de leur conception. Elles permettent l'exécution du système d'exploitation et des programmes tournant sur l'ordinateur. C'est un élément essentiel des ordinateurs. Nous allons maintenant nous intéresser plus profondément au fonctionnement de la mémoire. Il faut tout d'abord faire attention aux puissances utilisées pour la mémoire. Quand on dit qu'une mémoire fait 4 gigaoctets, elle ne fait pas 4 × 10 puissance 9 octets, comme ça pourrait être le cas si on raisonnait dans le domaine scientifique. Elle fait en réalité 4 × 2 puissance 30 octets. Il en va de même pour les kilooctets qui correspondent à 2 puissance 10 octets, les mégaoctets 2 puissance 20 octets, les téraoctets 2 puissance 40 octets et ainsi de suite. Il est très important de comprendre qu'une adresse correspond à un octet dans la mémoire, un octet correspondant à 8 bits. Une autre chose importante sur le fonctionnement de la mémoire est que la théorie de l'information nous dit que pour représenter un entier n en binaire, il nous faut à minima valeur entière log2 de n de cet entier plus 1 bits. Nous allons faire l'exemple 2.1. Mon microcontrôleur possède une mémoire RAM de 4 mégaoctets. Première question, combien d'adresses sont nécessaires pour adresser toute la mémoire? Il faut donc exprimer ces 4 mégaoctets en octets. 4 mégaoctets est égal à 4 × 2 puissance 20 octets, ce qui est égal à 4 194 304 octets. Or, nous savons qu'une adresse correspond à un octet. Ainsi, il faut à minima 4 194 304 adresses pour adresser toute la mémoire. Deuxième question, combien de bits sont nécessaires pour adresser toute la mémoire? Il va falloir utiliser cette information. Ainsi, calculons la taille de la mémoire en octets. 4 mégaoctets est égal à 4 × 2 puissance 20 octets, ce qui est égal à 2 puissance 2 × 2 puissance 20 octets, ce qui est égal à 2 puissance 22 octets. Or, une adresse, encore une fois, correspond à un octet, ce qui fait qu'il y a dans cette mémoire 2 puissance 22 adresses. Or, la valeur entière supérieure de log2 de 2 puissance 22 est égale à 22. Ainsi, il faut à minima 22 bits pour adresser toute la mémoire. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre que chaque type de données n'est pas stocké sur le même nombre d'octets. Un entier, integer en anglais, va être stocké sur 4 octets.
Un nombre à virgule, c'est-à-dire un flottant, va être stocké sur 4 octets aussi. Un caractère, souvent en ASCII, va être stocké sur 1 octet. Enfin, les adresses vont être stockées sur 4 octets si c'est un CPU de 32 bits et 8 octets si c'est un CPU de 64 bits. Deuxième exemple. Je possède une clé USB de 16 Go. Combien de caractères puis-je stocker dans ma clé? Il faut se rappeler que 1 caractère correspond à 1 octet. Or, ma clé fait 16 Go, c'est-à-dire 16 fois 2 puissance 30 octets. Ainsi, je vais pouvoir stocker 16 fois 2 puissance 30 caractères, c'est-à-dire 2 puissance 34 qui est environ égal à 1,72 fois 10 puissance 10 caractères dans ma clé. Deuxième question. Toujours avec ma clé USB de 16 Go, combien d'entiers vais-je pouvoir stocker dans ma clé? Il faut rappeler qu'un entier correspond à 32 bits, c'est-à-dire 4 octets, ou autrement dit 2 puissance 2 octets. Il est parfois plus simple de travailler avec des puissances de 2 quand on parle avec les mémoires. Or, ma clé USB fait toujours 16 fois 2 puissance 30 octets, ce qui est égal à 2 puissance 34 octets. Ainsi, je vais pouvoir stocker 2 puissance 34 sur 2 puissance 2 entiers, ce qui est égal à 2 puissance 32, donc environ 4,3 fois 10 puissance 9 entiers au maximum dans ma clé. Regardons maintenant de plus près comment la mémoire interagit avec le processeur. Dans le cas de la lecture, quand on donne une adresse, qui sera symbolisée par ce symbole, à la mémoire, elle va récupérer 8 octets, donc 64 bits, d'un coup d'horloge, à condition bien évidemment que le CPU soit de 64 bits. Si le CPU est de 32 bits, il récupérera d'un coup 4 octets. Mais on peut aussi lui demander seulement 2 ou 1 octet, ou bien 4 dans le cas d'un processeur de 64 bits. On va ainsi pouvoir modéliser la mémoire comme le schéma ci-dessous. Représentons les deux principaux composants qui vont interagir ensemble, c'est-à-dire le processeur et la RAM. Nous allons tout d'abord représenter le bus d'adresse, c'est-à-dire les fils qui vont permettre de transmettre l'adresse du CPU à la RAM. Dans le cas d'un processeur de 64 bits, le bus d'adresse est aussi sur 64 bits puisque les adresses sont sur 64 bits. Ensuite, nous allons pouvoir représenter le bus allant du CPU vers la RAM pour savoir si la RAM doit procéder à une écriture ou à une lecture. Enfin, nous allons représenter le bus de données qui est lui aussi sur 64 bits et qui permet soit d'envoyer de la donnée du CPU vers la RAM ou récupérer de la donnée, donc c'est-à-dire de la RAM vers le CPU. Si j'avais fait une représentation rigoureuse, il aurait bien évidemment fallu faire 64 traits ici et 64 traits ici. Dans cet exemple, nous avons représenté une partie des données contenues dans la mémoire entre l'adresse OX19 et OX30. Pour information, dans les cas où il n'y a rien, il n'y a pas d'absence de données, il y a le caractère espace. Ainsi, pour répondre à la première question qui demande « Que récupérons-nous si nous lisons le premier octet à l'adresse OX2B ?» Il suffit de regarder quel est le caractère présent à l'adresse OX2B, et c'est le caractère S. Lors de la lecture de données d'un octet à l'adresse OXB, en sachant qu'un octet correspond à une adresse, nous récupérons ainsi seulement le caractère S. Même question si maintenant je lis 4 octets à l'adresse OX1D. Lors de la lecture de données de 4 octets à l'adresse OX1D, en sachant toujours qu'un octet correspond à une adresse, je vais donc récupérer les 4 octets correspondant aux 4 caractères aux adresses OX1D, OX1E, OX1F et OX20. Ainsi, à la fin, je récupère la chaîne de caractères aussi.
Nous allons maintenant aborder la mémoire virtuelle, qui est un concept incontournable des ordinateurs d'aujourd'hui, car ils doivent lancer des centaines de programmes, appelés aussi processus en même temps. Cependant, gérer où les processus ont le droit d'écrire dans la RAM peut se révéler être compliqué. Chaque processus a alors sa propre mémoire virtuelle, c'est un peu comme si chaque processus avait sa propre RAM. Nous allons maintenant commencer avec un peu de vocabulaire, avec le concept de page et cadre des pages, ainsi que la mémoire swap. Il est très important d'introduire ces deux concepts de page et cadre des pages, puisqu'ils permettent une utilisation beaucoup plus simple de la mémoire. Au lieu d'aller chercher un octet parmi toute la mémoire, on va chercher un octet dans une page. On peut donner un exemple, puisque raisonner en page, c'est comme raisonner en classe à l'école. En effet, on ne va pas chercher un élève parmi tous ceux qui sont en terminale, mais on va chercher un élève qui est dans une classe de terminale. Et cette classe contient plusieurs élèves, mais moins que si on avait pris toute la promo. Pour ce qui est de la définition d'une page, nous pouvons dire qu'une page est un ensemble de 4096 octets contigus dans la mémoire virtuelle. Pour refaire un lien avec l'exemple précédent, nous pourrions dire qu'une classe est constituée de 4096 élèves. Un cadre des pages est un ensemble de 4096 octets contigus dans la mémoire physique. Il est important de noter qu'une page est dans la mémoire virtuelle, tandis qu'un cadre de page est dans la mémoire physique. Une page dans la mémoire virtuelle pourra donc correspondre à un cadre des pages dans la mémoire physique. Il est important de noter que la mémoire virtuelle n'existe pas physiquement, cependant elle est physiquement modélisée par la table des pages que nous verrons plus tard. Un autre concept important est le swap. Le swap est une partie de la mémoire de masse, c'est-à-dire dans votre SSD ou dans votre disque dur, qui est utilisé par le système d'exploitation lorsque la RAM est pleine. Le swap a donc la même utilité que la RAM, sauf qu'il est beaucoup plus lent. C'est à cause du fait que le SSD ou encore pire les mémoires HDD, donc les disques durs, sont beaucoup plus lents que les mémoires utilisées dans la RAM. C'est la raison pour laquelle le swap n'est utilisé qu'en dernier recours, c'est-à-dire quand la mémoire RAM est pleine. Nous allons maintenant voir comment est organisée la mémoire dans l'ordinateur. Une adresse dans la mémoire virtuelle est appelée adresse virtuelle, et une adresse dans la mémoire physique est appelée adresse physique. Nous allons voir tout de suite à travers un exemple cette organisation qui va permettre de mieux visualiser les concepts de mémoire physique, mémoire virtuelle, page, cadre des pages, adresse virtuelle, adresse physique et swap. Nous pouvons représenter la mémoire de l'ordinateur comme ceci. Nous allons avoir à droite les différentes mémoires virtuelles, et ici nous allons mettre la mémoire RAM, donc la mémoire physiquement présente, et ici le swap qui est physiquement présent dans la mémoire de masse, c'est-à-dire dans le HDD ou dans le SSD. Nous allons en premier lieu représenter la mémoire virtuelle de Deezer en supposant que l'utilisateur sur son ordinateur a lancé cette application. Nous allons par exemple mettre ici la partie liée au programme. Supposons que Deezer a aussi lancé dans sa mémoire des playlists et les titres favoris. Bien évidemment, nous avons dit que la mémoire virtuelle n'existait pas physiquement. Toutes ces données sont bien évidemment présentes dans la RAM puisque nous avons dit que la mémoire virtuelle n'était pas présente physiquement. Cependant, Deezer va avoir l'impression, quand il va par exemple accéder à une musique qui est située ici dans sa mémoire virtuelle, il va demander l'adresse OX4020 par exemple, mais cette adresse va correspondre à une vraie adresse dans la mémoire physique. Nous allons donc faire cette représentation. Il est tout à fait possible que certaines pages ne soient par exemple pas associées à un cadre des pages. En effet, si le processus n'a pas besoin de données qui sont sur une page, pour économiser de l'espace, le noyau peut décider de ne pas charger la page en question de la ROM vers la RAM, et ce n'est que lorsqu'une adresse de la page sera demandée, donc par exemple l'adresse OX5200, que le cadre de page correspondant sera créé dans la mémoire RAM, et on pourra alors modéliser la flèche représentant que la page a été associée à un cadre de page. Faisons maintenant de même pour la mémoire virtuelle de Chrome. Comme pour la mémoire virtuelle de Deezer, les flèches sont choisies aléatoirement. C'est le noyau qui choisit là où il reste de l'espace dans la mémoire RAM. Comme pour la mémoire virtuelle de Deezer, les flèches sont choisies aléatoirement. C'est le noyau qui va décider de faire correspondre une page à un cadre des pages, là où il reste de la mémoire dans la mémoire RAM. Les cookies A n'ont pas encore été chargés dans la mémoire physique, car aucun des onglets ouverts n'a demandé accès à ces données. Maintenant, représentons la mémoire virtuelle de Word. Les espaces hachurés représenteront les données présentes avant ou après le lancement de ces trois programmes.
Comme dit précédemment, il est tout à fait possible qu'aucune page ne soit associée à un cadre des pages pour optimiser la mémoire dans la RAM. Nous allons maintenant nous intéresser au concept de la table des pages qui va permettre de faire le lien entre mémoire virtuelle et mémoire physique. La table des pages est un espace dans la mémoire où est stockée la correspondance page-cadre des pages avec les droits d'accès Read, Write, Execute que le processus a sur chacune des pages. Voici comment est modélisée la table des pages. Nous allons la faire pour quelques pages du premier processus, c'est-à-dire Deezer, que nous avons fait lors de l'exemple précédent. Nous allons avant stocker dans la mémoire RAM les tables des pages des différents processus que nous avions ouverts. Je les ai placés aux endroits où il est resté de la place. Bien évidemment, cette table des pages est créée avant la mémoire virtuelle, car sans ces tables des pages, la mémoire virtuelle n'existe pas. Prenons par exemple la page OX1000. Nous avons associé cette page au cadre des pages OX08000, avec les droits Read et Execute, puisque le processus doit pouvoir lire et exécuter son code. Il en va de même pour la page OX2000. Pour la page OX4000, elle a été associée avec la page OX02000. Nous allons y mettre les droits Read et Write, car nous pouvons lire et ajouter de la musique à une playlist. Quant à la page OX2000, elle n'a été associée avec aucun cadre des pages, mais a quand même été chargée dans la mémoire virtuelle, toujours avec les droits RW, puisque c'est une playlist. Et enfin, la page OX2000 a été associée au cadre de page OX12000, avec le droit Read, car on supposera que nous ne pouvons pas ajouter de nouvelles musiques à notre playlist des titres favoris. Nous allons maintenant voir comment est convertie l'adresse virtuelle en adresse physique. Car lorsque le processeur, c'est-à-dire le processus, demande à la mémoire une donnée, il utilise des adresses virtuelles. Sauf que les adresses sur la mémoire RAM sont des adresses physiques. Il faut donc qu'il y ait un composant intermédiaire qui puisse assurer la traduction d'adresse physique en adresse virtuelle. Et c'est le rôle de la MMU, la Memory Management Unit, qui est un composant du processeur qui assure la conversion de l'adresse virtuelle en adresse physique. Elle va s'assurer aussi que l'opération voulue, c'est-à-dire lecture, écriture ou exécution, est autorisée, c'est-à-dire si les droits sont corrects. Si tel est le cas et que l'adresse demandée existe, c'est-à-dire qu'il existe une correspondance entre l'adresse de la page demandée vers une adresse dans un cadre de page, elle va réaliser l'opération demandée par le processus. Pour savoir où est la table des pages correspondant au processus en cours, la MMU va lire le registre TTBR. Et nous allons maintenant voir une représentation schématique de cette MMU. Représentons tout d'abord le processeur, puis la MMU, et enfin la RAM. Le processeur demande donc à la MMU une adresse, donc une adresse virtuelle. La MMU, à l'aide du registre TTBR, va assurer la traduction de cette adresse virtuelle en une adresse physique, en vérifiant bien évidemment que cette adresse existe et aussi que les droits sont bons. La MMU va donc pouvoir aller chercher ou écrire la donnée à l'adresse physique correspondant à l'adresse virtuelle demandée. Dans cet exemple, nous allons maintenant déterminer les adresses physiques traduites par la MMU de ces adresses virtuelles appartenant au premier processus, donc c'est-à-dire de Deezer ici, et en expliquant les différentes étapes pour arriver au résultat proposé. Dans la suite de l'exemple, nous considérerons que le registre TTRB contient l'adresse OX6000, c'est-à-dire l'adresse où est stockée la table des pages de Deezer. Traduisons maintenant l'adresse OX101A. Je rappelle que les 12 premiers bits correspondent au décalage dans la page. Ainsi, il va falloir déterminer quel est le cadre des pages correspondant à la page OX1000. En regardant dans la table des pages, nous déterminons que la page OX1000 correspond au cadre des pages OX08000. Ainsi, l'adresse OX101A sera convertie en l'adresse OX0801A. La première étape est que le processus demande la lecture de la donnée à l'adresse OX101A à la MMU. Ensuite, la MMU vérifie les droits. Les droits sont OK car il y a le droit R. La MMU procède donc à la traduction de l'adresse. Et enfin, la MMU renvoie au processus la donnée présente à l'adresse virtuelle OX101A. Pour le deuxième exemple, nous souhaitons accéder à l'adresse virtuelle OX3B1C. Cependant, la page OX3000 n'est pas présente dans la table des pages. Il n'y a donc pas d'adresse physique correspondant à cette adresse virtuelle. Les différentes étapes sont tout d'abord que le processus demande en lecture la donnée présente à l'adresse OX3B1C. La MMU vérifie les droits, cependant cette page est introuvable.
La MMU fait donc un appel au noyau. Le noyau détecte qu'il y a segmentation fault, c'est-à-dire que la MMU a essayé d'accéder à une adresse qui n'existe pas dans la mémoire RAM. Le noyau va alors tuer le processus. Passons maintenant au troisième exemple où nous essayons d'accéder à l'adresse OX5025. La page OX5000 est présente dans la table des pages mais ne correspond à aucun cadre de page. Le processus va tout d'abord demander en lecture la donnée présente à l'adresse OX5025. La MMU vérifie ensuite les droits d'accès. La page OX5000 est présente et le droit R est présent. Ensuite, la MMU essaie de traduire l'adresse mais elle échoue. Elle appelle donc le noyau. Il y a page fault, c'est-à-dire que dans la table des pages, la page existe bien, sauf qu'aucun cadre des pages n'est associé. Le noyau va chercher un cadre des pages vide et mettre à jour la table des pages. Par exemple, nous apercevons que dans la mémoire RAM, le cadre des pages OX11000 est disponible. Nous allons donc créer une correspondance entre la page OX5000 et ce cadre des pages OX11000. Nous pouvons supposer que l'utilisateur vient de demander à Deezer de lire une des musiques de la playlist 2. Nous allons en profiter pour mettre à jour la table des pages. La MMU va réessayer de traduire l'adresse OX5025. Nous allons donc obtenir la donnée présente à l'adresse OX11025. Nous allons maintenant nous intéresser à l'organisation de la mémoire d'un programme. Après avoir tapé dans notre terminal calculer R, qui est représenté par ce programme ci-dessous, nous allons voir comment le noyau va créer l'espace virtuel de ce programme. Avant de s'intéresser à savoir où vont être stockées les différentes variables de calcul R, nous allons tout d'abord voir l'organisation de la mémoire virtuelle de ce programme. Le premier segment que nous allons représenter est le segment kernel qui est utilisé lorsque le processus a besoin de communiquer avec le noyau. Ensuite, le segment du code qui vont avoir des droits différents. Ensuite, nous allons représenter le segment du tas, qui est un espace mémoire utilisé pour stocker les variables dynamiques, c'est-à-dire celles qui ont été initialisées avec calloc ou malloc en C et libérées avec free. Il est grandi dans le sens montant. Et enfin la pile stack en anglais, où on y stocke les variables et constantes locales et les arguments de fonction. Elle grandit dans le sens descendant et est fondée sur le principe LIFO, c'est-à-dire last in, first out. Sans vraiment nous intéresser à ce que fait calcul R, nous allons déterminer où sont stockées les différentes variables du programme. P est une constante globale, elle est alors stockée dans la partie code en lecture seule. R est une variable globale, elle est donc stockée dans la partie du code avec les droits read et write. Message est une variable à l'intérieur d'une fonction, ici la fonction principale main. Elle est donc stockée dans la pile. Rayon est une variable initialisée à l'intérieur d'une fonction, elle est donc stockée dans la pile. Message retour est une variable allouée dynamiquement avec calloc, elle est donc stockée dans le tas. Vous avez ainsi une représentation de la mémoire virtuelle lorsqu'un programme est lancé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un pouce bleu.